Composante aérienne ou la composante médicale qui va suivre. Composante médicale qui s'est un peu étoffée, qui était jusqu'ici la plus petite composante de l'armée, mais ça n'est plus tout à fait le cas. Mais la composante médicale qui suit en fait le mouvement des trois autres composantes qu'on a vu défiler, qui est aussi en pleine restructuration. La composante médicale qui va grossir et qui accompagne les militaires au quotidien, que ce soit en Belgique ou en opération. Définit ici le 14e bataillon médical qui a la particularité d'appuyer aussi bien les opérations du régiment des opérations spéciales, de la composante air et de la marine. C'est la raison pour laquelle on voit aussi différents types de tenues. Voilà, ce qu'on remarque, c'est de toute façon, ces composantes travaillent vraiment en étroite collaboration sur le terrain. C'est pas chacun dans son coin, hein, c'est tous ensemble pour être plus performants. Exactement, on est obligé de collaborer avec l'ensemble des composants pour avoir des opérations bien menées. Et parfois, si c'est nécessaire, on peut solliciter la réserve, ces fameux réservistes. Il y en a un peu plus de 5000. Ce sont des gens qui n'ont pas une carrière de militaire, qui ont un autre métier, mais qui se tiennent à disposition, c'est ça? Ce sont des gens qui à la base sont civils, qui ont une carrière dans le civil, et qui se mettent à disposition de la défense plusieurs jours par an. On va pas aller pour un minimum de 5 jours, voire beaucoup plus. Il y a même la possibilité de travailler à temps complet comme réserviste pour la défense. La réserve qui recrute aussi différents types de profils. On pense parfois à des spécialistes comme les médecins, mais il y a plusieurs types de profils qui sont recherchés pour la réserve. Et donc, ces réservistes sont essentiellement utilisés en appui de nos opérations pour des capacités dont nous ne disposons pas ou des spécialités qui se retrouvent dans le milieu civil. Et certains, je pense, ont des parcours assez atypiques aussi. On se dit, ah, tiens, on n'aurait pas imaginé que quelqu'un qui a cette profession-là puisse aider l'armée. Moi j'ai moi-même eu l'occasion de travailler avec un réserviste qui travaille dans le milieu ORECA et en fait qui nous a aidé pour un dossier dans le cadre de l'ORECA justement. Alors forcément, l'avenir aussi de la défense passe par celles et ceux qui seront les militaires de demain. Nous avons les écoles qui vont défiler à présent place des Palais et l'une des plus célèbres écoles de la défense, c'est l'école royale militaire. L'école royale militaire qui est l'université bilingue de la défense, c'est une université fédérale. Elle forme deux types d'officiers, donc les officiers qui sont les managers de la défense, soit en section polytechnique ou dans la section sciences sociales des militaires. Alors que nous voyons ici à gauche de l'image le prince Gabriel. Le prince Gabriel, donc comme je le disais lors de la revue, qui porte le fanion de sa promotion sur la baïonnette de son fusil. Et voilà, on rappelle les plumes blanches pour les élèves, les plumes rouges, c'est une autre fonction. Hein. Les plumes rouges sont réservées au cadre. Il y a une personne qui a des plumes rouges et blanches, qui est le directeur de la formation de base des élèves. Alors que l'on devine ici aussi au milieu de ce détachement la princesse Elisabeth, juste derrière, et on imagine, on aura sans doute l'occasion de voir l'émotion des parents, l'émotion du couple royal au moment où leurs deux enfants, hein, c'est quand même un fait inédit, deux enfants du couple royal qui défile sur la place de l'Épalais. Regardez, nous la voyons ici, la princesse Elisabeth, qui vient encore d'effectuer un camp d'été. Oui, c'est un choix qu'elle fait depuis le début de sa carrière militaire. Elle suit sa promotion pour la formation militaire, pour parfaire cette formation militaire. L'émotion d'une mère, avant tout, l'émotion de la reine qui voit ses enfants défiler, la princesse Elisabeth, l'héritière du trône. Oui, on sait que le jour où la princesse Elisabeth verra reine, elle deviendra commandante des forces armées. Et donc ce passage à l'école royale militaire peut lui conférer de la légitimité, mais aussi une bonne connaissance de l'armée de l'intérieur. Regardez ce petit sourire, c'est vrai qu'ils sont plutôt sérieux, stoïques, mais là, devant le passage de la tribune royale, on a vu ce petit sourire et on voit aussi l'émotion de la reine, je le rappelle, avec ce moment tout à fait particulier. Alors qu'on le revoit aussi maintenant ici, donc avec ce drapeau, le prince Gabriel, 19 ans pour lui, 21 ans pour la princesse Elisabeth, et peut-être un avenir dans l'armée pour lui aussi, on ne sait pas encore. On verra s'il poursuit. C'est vrai que son père est resté plus qu'une année à l'armée. La princesse Elisabeth a fait toute une année, elle n'était pas obligée. Ça lui permettait effectivement d'avoir une bonne connaissance de l'intérieur. Elle aurait pu faire un stage de 3 mois, elle aurait pu faire un stage de 6 mois, elle a voulu faire toute une année. Et puis il revient faire des camps chaque année. C'est comme ça qu'elle défile à nouveau aujourd'hui. Le prince Gabriel a
fait penser aussi au prince Baudouin, qui était le plus jeune prince dans l'histoire de la famille royale et passé à l'ERL. Il avait 15 ans lorsqu'il est rentré à l'école royale militaire. Il n'est jamais devenu roi dans son cas. C'est le frère aîné donc, du roi Pierre Ier. Mais il avait un bulletin qui était aussi tout à fait remarquable dans les différentes disciplines. Et c'est ainsi que l'instructeur avait même voulu marquer dans son bulletin qu'il avait eu des notes qui correspondaient, sans exagération, au mérite qu'il avait donné à ses professeurs. Et ce qu'on remarque aussi, Major Artois, c'est que dans ces détachements, tout le monde ne porte pas la même arme. Par exemple, Elisabeth a le sabre, là où son frère porte le fusil. Voilà, il y a deux types d'armes qui sont portées. Le sabre d'une part, qui est porté par les officiers élèves, et le fusil qui est porté par les élèves officiers. La princesse Elisabeth n'est pas encore sous-lieutenant, parce qu'elle prêtera serment comme le reste de sa promotion en septembre prochain. Il y a beaucoup d'applaudissements au moment du passage de cette école royale militaire, où on voit aussi de plus en plus de femmes gagner les rangs de cette école, mais de manière générale gagner les rangs de la défense. De plus en plus de femmes à la défense, c'est nécessaire, c'est une volonté, et on espère augmenter le pourcentage. Autre école qui permet la formation à la défense, c'est l'école royale des sous-officiers, alors qu'on est encore ici, hein, puisqu'on le voit très bien, le prince Gabriel très concentré dans cet exercice, et puis juste après, donc, nous en arrivons à cette autre école, l'école royale des sous-officiers. L'école royale des sous-officiers qui forme l'ensemble des sous-officiers de la défense, aussi bien techniciens que non techniciens. Les sous-officiers, c'est la colonne vertébrale de l'organisation, sont nos chefs d'équipe sur le terrain. Ce sont eux qui dirigent les soldats. Et c'est réellement important. On a vu aussi l'importance du sous-officier dans les conflits modernes avec le conflit en Ukraine. Le sous-officier, c'est pour les jeunes qui vont rentrer, peut-être un tremplin pour pouvoir utiliser justement le nouveau matériel qui arrive, etc. Matériel de haute technologie. Il faut peut-être souligner aussi qu'il ne faut pas de diplôme spécifique pour intégrer cette école, par exemple. Non, même si on fait le choix d'une carrière technique à la défense va vous former et la défense va vous donner l'ensemble des compétences pour pouvoir exécuter vos missions et vos tâches. On est vraiment dans les pas de ces sous-officiers. Regardez, ils ont répété des heures durant à la caserne militaire de Petit ces derniers jours pour que tout soit impeccable pour passer devant la tribune royale. Il y a plusieurs détachements de sous-officiers. Voilà, on parle beaucoup de l'armée en pleine évolution, avec pas mal d'acquisitions de matériel en cours et à venir. Forcément, l'appel au recrutement va de pair. Oui, la défense recrute comme chaque année 2500 postes de militaires, mais aussi 300 postes pour les civils et 200 contrats premier emploi aux États. Un recrutement qui est pas si simple, Vincent Dujardin aussi. C'est pas si évident encore d'aller chercher les jeunes pour embrasser une carrière dans la défense. C'est vrai, et puis encore il y a quelques années, on disait qu'on risquait d'avoir une armée sans matériel. Aujourd'hui, le défi numéro 1, c'est plutôt effectivement le recrutement. On court plutôt le risque d'avoir du matériel sans personnel. Il faut recruter. Il faut aussi que ceux qu'on a recrutés restent à l'armée. C'est aussi un vrai défi. Et donc, je pense qu'il sera difficile d'atteindre même les 28 000, qui était l'objectif fixé par la défense. Surtout aussi au regard du marché de l'emploi. On recrute, dit-on, aussi plus difficilement au nord du pays parce que le marché de l'emploi est meilleur encore qu'au sud du pays. Et donc, pouvoir avoir une armée suffisante à retrouver les 28 000 hommes, ce sera un défi vraiment numéro 1 pour l'armée demain. Mais les militaires de demain, ils sont peut-être ici devant nous avec la jeunesse qui défile aussi, la jeunesse mise à l'honneur, avec notamment les cadets de marine. Ce sont des jeunes qui s'initient et vont peut-être embrasser une carrière dans la marine. Ce sont des jeunes entre 9 et 21 ans qui s'initient à la nautique. L'idée, c'est de susciter des vocations pour la marine, voire la marine marchande. Vincent disait le recrutement peut être problématique. Actuellement, à la défense, on a eu 6800 postulants jusqu'à présent. Donc un recrutement qui fonctionne, a priori. Recrutement peut-être aussi ici par le biais des cadets de l'air. Voilà, c'est la même chose, c'est susciter l'enthousiasme des jeunes pour l'aviation.
c'est certainement un vivier de recrutement très important pour la composante air, sachant qu'à peu près la moitié de nos pilotes sont passés par les cadets de l'air qui sont des jeunes entre 15 et 18 ans, qui s'initient avec des planeurs. Pour voir l'image, voilà. Effectivement, des garçons, des jeunes femmes aussi, on le voit, tous ces métiers auxquels ils peuvent inspirer sont mixtes. À la défense, c'est aussi important de le souligner. Cadets de l'air qui existe depuis 1956, les cadets de marine depuis 1922. Et puis ici, on va voir sous nos yeux les cadets de la défense. Là, il faut avoir au moins 17 ans. C'est les derniers cadets qui ont été créés, je pense. Les derniers cadets qui ont été créés sont des jeunes de dernière année du secondaire. Qui découvrent en fait la vie au sein de la composante terre et de la composante médicale. L'idée étant bien évidemment de susciter des vocations. Les inscriptions peuvent se faire jusqu'au 15 septembre. Je pense que ça existe uniquement en province de Liège. Pour l'instant, uniquement en province de Liège, une trentaine de places. Ce qui est peut-être parfois aussi un frein pour ces jeunes qui réalisent pas mal de stages d'entraînement pour découvrir la composante terre et la composante médicale. Les stages jeunes para-juniors aussi défilent sur nos yeux. Ils peuvent, au terme de leur formation, obtenir un brevet de parachutiste déjà. Voilà, après 2 semaines de formation, ils obtiennent un brevet de parachutiste. Ce sont des jeunes qui ont terminé aujourd'hui leur première semaine de stage. Donc la première semaine étant consacrée aux techniques au sol. La semaine prochaine, ils sauteront en parachute. Passerons aux choses sérieuses. À propos de choses sérieuses, on est encore dans un autre registre, hein. C'est un petit peu plus rude encore, le stage de commando junior. Voilà, un petit peu plus rustique, une semaine de stage au centre d'entraînement commando à Marche-les-Dames, où les jeunes peuvent s'initier aux techniques de survie, aux techniques de bivouac, aux techniques de franchissement, de carte. Manifestement, ça ne fait pas peur aux jeunes femmes qui sont aussi bien représentées dans ces différents stages, avec peut-être donc de futurs recrues pour la défense. Et puis ici on a quelque chose de nouveau qu'on souhaite mettre en avant. On a beaucoup vu la ministre de la Défense discuter avec eux lors des répétitions. C'est un 3e degré en défense et sécurité, option disponible dans certaines écoles secondaires aujourd'hui. On a 13 écoles en Wallonie et à Bruxelles qui dispensent cette formation. Donc défense et sécurité, des jeunes du dernier degré du secondaire qui se dessinent des carrières au sein de la défense, de la cette voilà. Et c'est un message, aussi un beau message qu'on leur adresse en les mettant à l'honneur, en les faisant défiler, qui plus est en cette année de jubilé et de 10 ans de règne. Voilà peut-être le futur de la défense qui défile sous nos yeux, la défense qui recrute, on l'a dit, d'autant qu'il y a pas mal d'investissements qui sont effectués au niveau du matériel et il faut un vivier pour les faire fonctionner à l'avenir. C'est très important, on insiste beaucoup sur ces messages au sein de la défense, malgré toutes les difficultés aussi que Vincent a pu pointer tout à l'heure. Oui, il y a aussi un recrutement qui sera envisagé dans le domaine du cyber. On sait que la ministre de l'Honneur a annoncé qu'elle voudrait un jour créer une nouvelle composante cyber. On sait qu'il y a des défis énormes, et pas seulement pour l'armée, bien sûr pour les institutions en général, pour les hôpitaux, etc. Et là, peut-être qu'il y aura à innover aussi dans les partenariats et développer des partenariats avec le privé. Parce que recruter à l'armée des informaticiens, des techniciens pour créer cette nouvelle composante, ça ne peut pas si simple, sans l'aide aussi du privé. Voilà, après le défilé des troupes à pied, la colonne motorisée, c'est parti pour 5 minutes. On va en prendre plein les yeux avec pas mal de véhicules, tous plus impressionnants les uns que les autres, et forcément ça commence par un module de commandement et d'ici quelques années il y aura pas mal de changements là aussi puisque la plupart des véhicules seront remplacés. En fait d'ici 5 ans l'ensemble des véhicules qu'on va voir défiler, hormis un type de véhicule, auront été remplacés. Donc dans les années à venir, chaque année j'espère qu'il y aura des nouveautés à découvrir pour les spectateurs. Alors que nous voyons le module de combat qui fait son entrée ici sur la place des Palais. Alors fini l'époque des chars à chenilles, c'est révolu, on est dans d'autres types de véhicules plus mobiles et dotés de technologie. Voilà, des véhicules mobiles ici de type Piranha qu'on a vu à l'image avec 8 roues, mais également des dingos pour le transport de troupes en différentes versions. Il y a une version qui va défiler avec un canon de 90 mm. Ce sont des véhicules qui seront dans le futur remplacés par des nouveaux types de véhicules du programme CAMO, donc capacité motorisée, en partenariat avec la France,
véhicule de type Griffon et Jaguar. Le Griffon qui a défilé en primeur l'année passée. On voit effectivement la technologie qui s'invite sur ces véhicules de plus en plus, puisque la manière de faire la guerre, entre guillemets, a bien évolué ces dernières années. Alors on parle effectivement, on l'a dit, de plus en plus de coopération, de collaboration également au niveau de l'achat. Voilà, des véhicules, donc ici du module de combat, qui ont été déployés en Roumanie ou en Lituanie dans le cadre de la protection du flanc est de l'OTAN. Et aussi à bord de ces véhicules, on voit ça et là des femmes qui sont présentes. Les forces spéciales, toujours masquées, on les avait vues tout à l'heure dans les troupes à pied ici avec leurs véhicules très spécifiques pour des interventions qu'ils sont tout autant. Véhicule de réaction rapide, le Fox, qui équipe le régiment des opérations spéciales. Et le régiment des opérations spéciales qui est aussi amené à pouvoir opérer sur l'eau, et donc c'est la raison pour laquelle il défile également avec un Zodiac. Et parmi les troupes qui sont présentes sur ces véhicules, des membres du 3 Para, c'est un petit clin d'œil aussi au roi Philippe. C'est un clin d'œil au roi Philippe qui a servi comme chef de peloton au 3e bataillon parachutiste et qui a hérité ce bataillon des traditions du bataillon de Corée également. Venons-en à un maillon indispensable de la chaîne, l'artillerie, c'est l'appui-feu aux troupes quand elles sont déployées en opération. L'appui-feu aux troupes ici avec le canon de 105 mm. Alors qu'on voit ici à l'image le mortier de 120 mm. Ça peut tirer à quelle distance en fait ce genre de canon? Le mortier ici qu'on a à l'image tire à peu près à 8 km. Le canon de 105, ça dépend un peu du type de munition, mais entre 11 et 17 km. Et là aussi au niveau de l'artillerie, achat de nouveaux véhicules, notamment les Césars qui avaient défilé l'année dernière. Tout à fait. Alors on voit l'image, le module de reconnaissance, donc ici avec le Pandour. Le Pandour, c'est le seul véhicule qui d'ici 5 ans ne sera pas modifié. C'est un véhicule qui a été modernisé, qui va encore servir de nombreuses années. On voit aussi des drones forcément qui interviennent de plus en plus aujourd'hui, même au niveau militaire. Voilà, indispensable drone pour notre de reconnaissance qui permet une allonge et d'avoir une image en temps réel de ce qui se passe sur le terrain. Beaucoup plus impressionnant ici, les véhicules du génie et de construction. Ça permet de faire des travaux aussi parfois pour le terrain un peu complexe. Oui, le génie nous appuie dans tout le déploiement pour les travaux d'infrastructure. On voit ici différents matériels qui ont été déployés après les inondations il y a 2 ans. Et puis parfois aussi dans des terrains compliqués, il y a des menaces chimiques, biologiques, nucléaires avec ce genre de véhicules qui peuvent intervenir. Voilà, c'est ce qu'on appelle notre capacité CBRN, avec ici une station de décontamination qui est prévue pour décontaminer le personnel ou le matériel en cas de contamination chimique ou bactériologique. C'est un conteneur qui dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires. Il doit être alimenté en eau, donc soit par l'eau de distribution ou alors par les citernes qui se trouvent derrière, qui sont les 2 véhicules qui suivent. Ces citernes à eau qui par ailleurs ont été déployées aussi après les inondations pour fournir l'eau potable. Voilà, chez nous aussi ces véhicules sont déployés. C'est un service que l'on connaît bien parce qu'ils interviennent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est le service de déminage. Le service de déminage qui a plus de 100 ans, qui depuis plus de 100 ans nettoie encore les munitions non explosées de la Première Guerre mondiale. Pour ce faire, ils ont aussi un nouveau type de véhicule plus gros, qui permet ce transport sécurisé d'une grande quantité de munitions. Le service de déminage qui travaille aussi en appui de la police fédérale. C'est vrai que leurs interventions sont quotidiennes, on en parle régulièrement d'ailleurs dans l'actualité, alors que nous avons ici une vue aérienne de tous ces véhicules qui défilent à toute allure. Hein. Vous l'avez dit, ça passe assez vite, alors que nous en arrivons à des véhicules du module communication et information. Ben, ça c'est pour interagir notamment avec la population quand on est déployé en opération. Les modules de communication, c'est pour assurer les communications longue distance sur le terrain, voire le retour vers la Belgique. Les communications, c'est essentiel dans toute opération. Indispensable aussi tout l'aspect logistique des choses avec des véhicules divers et variés qui défilent ici sous nos yeux de ce module logistique avec notamment ici de nouveaux véhicules blindés. L'Aurus qui est un véhicule qu'on vient de voir passer de dépannage qui, comme vous l'avez dit, est entièrement blindé. Donc il permet de dépanner des véhicules sans que le personnel ne doive débarquer. Donc il continue à être protégé par le blindage de la cabine.
La logistique, c'est aussi le transport et l'acheminement de l'équipement, du matériel, donc avec différents véhicules, soit pour acheminer des véhicules ou du matériel dans les conteneurs. On voit ici à l'image également une nouveauté, le Bison, qui défile pour la première fois. C'est un véhicule qui permet le transport de véhicules lourds et qui est également entièrement blindé. Il fait partie d'un programme d'achat avec les véhicules qu'on voit maintenant à l'image, les Buffalo, qui existent en plusieurs versions. Une version blindée, comme on la voit ici, une version non blindée. L'ensemble de ces véhicules ont été achetés à la firme DAF et ils sont assemblés en Belgique. Un peu de Belgique dans ces véhicules très impressionnants qui défilent. À propos d'impressionnant, celui que nous allons découvrir juste après l'est également. Il fait partie de la composante aérienne. C'est le véhicule Panther que l'on va découvrir dans un instant, alors qu'on est ici encore dans le module logistique. On va donc passer à la composante aérienne et ici on fait référence à ces pompiers qui travaillent dans les aéroports ou les aérodromes. Voilà, une des 70 fonctions indispensables au travail des pilotes, des pompiers d'aérodrome qui disposent des véhicules Panther pour assurer leur mission. C'est un véhicule impressionnant, comme vous l'avez dit, puisque il pèse 46 tonnes et 10 tonnes d'eau. On le reconnaît avec cette croix rouge sur fond blanc, la composante médicale qui est aussi toute une série de véhicules spécifiques. Oui, la composante médicale qui va suivre également le programme capacité motorisée, donc avec ces ambulances tactiques blindées qui vont être remplacées. La composante médicale qui dispose aussi d'ambulances territoriales, comme on peut les voir en fond d'écran, qui appuient les militaires dans toutes leurs opérations, tous leurs exercices. Voilà, avec ici des ambulances médicalisées pour aller sur le terrain des opérations, des terrains parfois difficiles. Et puis ici, un laboratoire médical très particulier, le Pioneer. Le Pioneer, c'est un laboratoire d'analyse médicale mobile qui a été conçu en partenariat avec une firme civile. La Défense a acheté 3 véhicules de ce type, dont 2 ont été fournis à l'Ukraine. Nous avons formé également les Ukrainiens à l'utilisation de ce laboratoire médical. Voilà donc qui clôture cette colonne motorisée. Vous entendez peut-être quelqu'un qui s'exprime derrière moi. C'est pour faire en réalité la présentation de ce qu'on appelle la démonstration dynamique qui va avoir lieu sous nos yeux. Donc l'objectif, Major Artois, c'est de simuler une situation particulière. Voilà, ici le régiment des opérations spéciales. En fait, simuler une action directe qui est l'un des 3 types d'opérations qu'il réalise à côté du renseignement et de l'assistance militaire. Action directe, c'est une opération qui est menée sur des cibles de haute valeur. Dans le cadre de la démonstration qu'on va voir ici, ce sera sur une prise d'otage, donc une libération d'otage. Le contexte de la démonstration sera donné par une vidéo d'introduction qu'on va voir par après. Voilà, une petite précision, les forces spéciales de la composante air vont intervenir. Elles devaient, selon le scénario initial, intervenir avec l'appui de la composante air. Nous on signale à l'instant que le F-16 qui devait prendre part à la démonstration et le NH-90 ne pourront pas sans doute, j'imagine, pour des conditions météorologiques. Ce n'est pas parce que le soleil est là, place des Palais, qu'au niveau de la base de décollage, c'est le cas. Et donc on ne prend aucun risque. Donc on va voir finalement comment cette démonstration va se réaliser. On verra ça ensemble dans un instant. Mais l'objectif, c'est vraiment de montrer ce que font ces forces spéciales, ici en l'occurrence, sur le terrain. Forces spéciales qui sont d'ailleurs, nous le voyons à l'image, en train de donner des explications de contexte, hein, comme le Major Artois vient de le faire pour vous, chers téléspectateurs. On est en train d'expliquer ce contexte donc d'une simulation d'enlèvement d'un diplomate et de son enfant. Et cette démonstration va être précédée par une petite vidéo d'introduction. Et puis, bien sûr, nous serons là pour vous donner tous les détails pratiques sur ce qui va se passer sur la place des Palais. Là aussi, hein, on a assisté aux répétitions. C'est a priori assez impressionnant. C'est un peu comme si on y était, c'est l'objectif. C'est l'objectif et ça va se passer très très vite.
spécial. Véhicule qui va bientôt arriver sur la place des Palais par ce drone d'observation. Le drone, ça permet aux forces spéciales en fait, d'avoir une image en temps réel de ce qui se passe et donc de pouvoir faire le choix de savoir à quel moment il est le plus opportun d'intervenir. Oui. En même temps, un véhicule des forces spéciales qui est déjà en train d'intervenir sur place. Non, ici, nous sommes encore avec les preneurs d'otages. On les voit cagoulés. Voilà, a priori, comme les deux véhicules ici viennent à leur rencontre, les deux véhicules étant à l'arrêt, c'est un moment qui est propice à l'intervention de nos forces spéciales. Elles arrivent, vous les entendez sans doute derrière nous. Voilà, les forces spéciales qui vont débarquer très vite, qui vont laisser aucune chance à l'ennemi, qui jouent en fait sur l'effet de surprise pour pouvoir intervenir. Voilà, on lâche un chien pour aller neutraliser l'un des preneurs d'otages. Voilà, les forces spéciales disposent de chiens d'intervention qui sont également capables de détecter les explosifs, ce qui est très intéressant évidemment dans le cadre de leur mission. L'objectif étant de neutraliser les preneurs d'otages pour intervenir dans cette camionnette, s'assurer surtout qu'il n'y ait plus d'autres menaces à l'intérieur avant de libérer les otages. Dans un premier temps, puis de s'assurer également que les otages sont bien présents et que ce sont bien les otages qui doivent libérer. Et pour ce faire, le groupe des forces spéciales utilise une capacité spécifique qui s'appuie sur essentiellement des femmes et qui s'intéresse principalement à l'aspect humain des opérations. Donc ces femmes sont beaucoup plus à même d'interagir avec la population civile, ou comme c'est le cas ici, avec des otages, des femmes et des enfants. Voilà, donc en principe, après cette intervention, l'appui aérien devait entrer dans la danse, ce qui ne sera donc pas le cas pour des raisons de sécurité et de météo, manifestement. Pas de F-16, pas d'hélicoptère. Voilà, et l'ensemble de l'opération des forces spéciales est appuyé par le 3e bataillon de parachutistes qui fournit en fait la sécurisation du périmètre extérieur et qui ici intervient avec des éléments pour capturer les preneurs d'otages et les emmener. Forces spéciales qui sont le pilier central en fait, du régiment des opérations spéciales et qui recrutent maintenant directement. Donc il est possible de postuler directement pour un jeune aux forces spéciales. Tous les renseignements sont disponibles sur leur site sfg.be. Ici, alors ce n'est pas le cas, mais si l'appui aérien était intervenu dans cette démonstration, c'était pour donner quelle plus-value? L'appui aérien en fait permet déjà d'avoir une observation depuis la 3e dimension, ce qui avait été le cas avec le NH90. Le F-16, lui, aurait plutôt fourni un appui au sol. Et cet appui au sol, il est donné avec des contrôleurs avancés qui sont disposés ici autour de la place des Palais. C'est une fonction spécifique. Le contrôleur avancé en fait transmet au pilote l'ensemble des informations dont il a besoin pour pouvoir engager une cible au sol. Un scénario qui était légèrement adapté, je vous le disais, de cette démonstration. Le speaker remercie l'assistance pour son attention. Et dans un instant, Vincent Dujardin et le Major Artois vont céder la place à 2 autres commentateurs puisque nous allons passer au défilé civil. Mais vous nous rejoindrez tout à l'heure, messieurs, pour le débriefing. Nous allons donc procéder au changement de commentateurs avec pour ce défilé civil. Et pour m'assister, donc pour vous aider à mieux comprendre le fonctionnement de ces troupes civiles, Régis Calu, qui est le porte-parole de la police fédérale, et Simon Henrard, qui est officier de protection civile à Crisnay. Messieurs, bonjour à tous les deux, soyez les bienvenus. Bonjour Anne Fontana. Bonjour Yvan. Voilà, on sort de cette démonstration militaire avec les forces spéciales. On va passer au défilé civil avec, rappelons-le tout à l'heure, un fait marquant à l'occasion des 10 ans de règne. Le roi a passé en revue ses troupes, il ne le fait pas chaque fois.
Non, c'est assez exceptionnel et autant la protection civile que la police et que de l'ensemble des composantes civiles, c'est un grand honneur. On avait préparé ça depuis longtemps et c'est avec fierté que toutes ces troupes ont eu en effet la revue royale. Pour déjà un petit peu planter le décor, Monsieur Enrard, quand on parle de troupes civiles, défilés civils, en gros, dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on va voir dans un instant sous nos yeux? Donc on va retrouver la police que mon collègue va commenter, et puis également les pompiers, qui sont fort connus, la protection civile qui va venir en appui aux pompiers, et également tout ce qui est l'aide médicale urgente, avec les ambulances 112, la Croix-Rouge qu'on va pouvoir admirer aujourd'hui. Et on a vu comme annoncer le changement aux côtés du roi, donc la ministre de la Défense, Ludivine Nodender, a changé de chaise et elle a cédé la place à Annelies Vleur-Linden, la ministre de l'Intérieur, qui va pouvoir donc donner toutes les informations nécessaires au roi, comme nous allons le faire ici en plateau pour vous expliquer ce que font ces fameuses troupes civiles qui vont défiler sous nos yeux dans quelques minutes. Et le fonctionnement, Monsieur Cabu, comme pour les militaires, on a les troupes à pied qui commencent et puis on aura les véhicules dans un instant. Voici donc un premier détachement avec des aspirants commissaires et des aspirants inspecteurs. Oui, absolument fier de vous présenter notre troupes. Et puis comme au niveau de la défense aussi, on recrute, on pense à l'avenir et il y a pas mal de jeunes aussi qui sont représentés dans ces troupes à pied, dans ce détachement qui va franchir la place des Palais. Oui, en effet. Alors les écoles qui sont représentées, il y en a dans toutes les provinces quasiment belges, mais cette année c'est l'école de Namur et l'école de Pivot dans le Lamour qui sont représentées et qui viennent avec des détachements de jeunes aspirants qui sont nos futurs collègues et qui sont en nombre comme chaque fois. Qu'est-ce que ça veut dire quand ils sont aspirants? Qu'est-ce qu'ils font à ce stade en fait? Ils font des stages, ils suivent des formations, comment ça se passe? Alors les aspirants, ils sont au cours, donc les aspirants inspecteurs sont au cours pendant 1 an dans les écoles provinciales. Nous avons également l'école nationale à Bruxelles, l'ANPA. D'ailleurs, on voit ici les membres de l'ANPA défiler, qui eux forment les sous-officiers et les officiers. Donc on a ici qui défilent également des aspirants inspecteurs, des futurs chefs de la police, parce qu'il en faut et que nous sommes en effet aussi hiérarchisés, et ça fonctionne comme ça. Et aujourd'hui, ils défilent. Et ici déjà, je vois... C'est déjà... Ah non, enfin, c'est pas encore eux, c'est monsieur ici, Marc Doucet et Vincent Lorty, qui sont les spécialistes du drill d'ailleurs. C'est eux qui ont mené tous ces hommes au drill pendant des jours et des jours de répétition dans les casernes. Voilà, comme pour les militaires, ça répète aussi. Et pour la petite référence, quand vous parliez d'ANPA, c'est l'acronyme pour Académie Nationale de Police. Comme ça, vous êtes au courant si on utilise encore cette expression par la suite. Ils sont nombreux, et ils sont fiers. Alors, vous aurez remarqué évidemment que cette année, ils tournent la tête à droite, puisque la tribune est à droite. Ça fait partie du drill. Voilà, on a dû s'adapter pour cause de travaux au niveau du Palais Royal. On se dit que quand même pour l'image, c'était plus joli effectivement de voir le parc royal derrière que des échafaudages. Voilà pour le rappel. Et ces cadets de police qu'on présentait il y a un instant et qui arrivent ici au niveau de la tribune royale. Alors, en effet, voici également le détachement des cadets juniors et rookies qui portent leurs 3 emblèmes, dirigé par l'inspecteur principal Christopher de Mesmacher qui a tout préparé. Le porte-emblème, je le connais bien, c'est monsieur Ludovic qui a 15 ans, qui a déjà d'ailleurs fait des émissions télévisées pour parler de son projet. Et la porte-emblème des rookies, c'est Chiara. Et Chiara, elle était rookie l'année passée, et cette année, elle porte l'emblème des cadets de Bruxelles parce qu'elle s'est tellement bien plu aux rookies qu'elle a réempilé pour les cadets. Et puis on vient de voir aussi des drapeaux étrangers, un drapeau français, un drapeau britannique. Tiens, qu'est-ce qu'ils font ici? Alors, nous avons un détachement de drapeaux nationaux parce que les cadets de Bruxelles fêtent leurs 5 ans, c'est un grand anniversaire, et les cadets donc ont invité des Anglais et des Français à venir défiler, tout comme nos cadets sont allés en France défiler le 14 juillet. Alors le but évidemment c'est l'échange parce que les Anglais étaient les premiers. Donc on a copié ce modèle en Belgique et on l'a adapté et on a aujourd'hui en Belgique différents groupes. On a les cadets de Paul Bru qui fêtent leurs 5 ans. On a les rookies de la police fédérale et on a les jeunes également de Sekova, de la zone de Chaudfontaine, Trau et Hambourg, qui sont présentes aujourd'hui par un détachement.
on les voit ici passer fièrement. Alors que nous voyons aussi les douanes et les accises. Alors, les douanes et les accises, c'est 49 personnes cette année, oui, avec un porte-drapeau également. Ils ont mélangé tous les grades, mais ici c'est encore des rookies, mais nous avons également les... Vous m'avez dit que vous aviez vu les douanes? Ben oui. C'était apparu à l'écran, mais il y a pas mal d'allers-retours. Vu qu'ils sont nombreux, voilà, c'est pas toujours évident à suivre, surtout dans ce défilé civil. Ben voilà, j'avais quand même bien vu ce drapeau des douanes. On avait bien vu l'emblème des douanes qui se présente avec leur détachement à pied, de tout grade mélangé chez eux, entourés, encadrés d'instructeurs. C'est depuis 2016 que la douane défile également dans les unités civiles. Une unité avec laquelle la police fédérale collabore au quotidien. La douane, ils sont présents quand même dans tous les ports et aéroports qui ont des liaisons internationales. Ce sont nos gardes frontières. Les douanes qui sont excessivement sensibles à l'évolution technologique, qui font évoluer grandement leur matériel. On le verra tout à l'heure au moment du défilé motorisé. C'est vrai que vous le disiez, ils ont défilé la première fois en 2016 et ils ont leur place permanente dans ce défilé depuis 2017 pour l'engagement au quotidien. Et c'est vrai qu'on en avait beaucoup parlé à l'époque au moment de la lutte contre le terrorisme. Alors que nous en venons, Monsieur Enrard, et là ça vous concerne, des cadets aussi côté pompiers, la jeunesse aussi à l'honneur de ce côté-là. Tout à fait, donc la jeunesse ici qui sont entraînés avec les cadets de la police pour le drill. Donc les cadets, ce sont des jeunes de 16 ans qui vont suivre des formations dans les écoles du feu et déjà apprendre le métier de pompier, ce qui va leur permettre d'être dispensés du CAP, donc c'est le certificat d'aptitude fédérale, pour pouvoir entrer chez les pompiers. Et ils sont également accompagnés de la jeunesse, donc là ce sont des jeunes à partir de 12 ans qui vont apprendre des techniques qui peuvent être utilisées chez les pompiers, mais dans la vie de tous les jours. Comment faire des nœuds, les premiers soins. Les premiers secours. C'est tout des petites astuces utiles et eux ils vont se réunir 1 à 2 fois par mois, une demi-journée, pour apprendre toutes ces choses et être encadrés par du personnel pompier. Est-ce qu'il y a beaucoup de ces jeunes qui sont à la fois chez les jeunes policiers et les jeunes pompiers qui après s'engagent vraiment? Donc les jeunes qui viennent comme jeunes cadets, enfin jeunes sapeurs ou comme cadets, ce sont souvent des jeunes qui vont à terme arriver chez les pompiers et chaque province a ses écoles et effectivement ça permet de les préparer au métier déjà de pompiers et de confirmer leur envie de s'engager chez les pompiers. Voilà, c'est l'occasion très jeune déjà de se frotter à leur futur métier et donc de recruter, que ce soit pour la police ou que ce soit pour les services civils comme ceux des pompiers. Et ils sont nombreux, en tout cas, pas mal de jeunes femmes aussi, on le voit, dans ces fonctions. Il y a une mixité qui arrive de plus en plus, donc il y a de plus en plus effectivement de femmes qui bossent chez les pompiers ou à la protection civile, et je pense qu'il y a le même phénomène au niveau de la police qui est très bien. Les véhicules, on en parlait tout à l'heure avec, c'est un peu une tradition de ce défilé, les fameuses Harley Davidson avec quelques BMW aussi à l'arrière. Oui, voilà, les Harley Davidson, elles ont un certain âge, mais elles sont toujours utilisées régulièrement parce qu'elles ont un grand capital sympathie. Ce sont des motos légendaires que la police de Bruxelles possède depuis longtemps. Ils les sortent aux grandes occasions. Évidemment, la fête nationale en est une. Aujourd'hui, il y en a 5. Et petite anecdote assez sympathique, j'ai vu que le motard de gauche qu'on vient de voir à l'écran s'appelle Dominique Debroux, que c'est son 15e défilé, qu'il est depuis 23 ans chez les motards, et que ce motard de Bruxelles n'a jamais eu d'accident. Comme quoi, la moto n'est pas toujours synonyme d'accident. Il a un CV parfait, dit. Voilà, il m'a appris ça tout à l'heure. Et ils sont suivis également d'une autre flèche moto de la zone de Bruxelles, qui est, elle, est avec des motos beaucoup plus modernes, les BMW de la zone Bruxelles-Capitale XL. Et petit clin d'œil aussi avec les Harley Davidson. Je pense que c'était la moto préférée de notre roi Albert II. C'était la moto de roi Albert, une des motos. Et c'est toujours sa moto préférée parce qu'on l'a vu. C'est en BMW. Voilà, on l'a vu apparaître ce matin au TDOM. Et puis, l'environnement, c'est quelque chose qui compte de plus en plus aussi au niveau de la police. On le voit avec ces véhicules à l'avant-plan. C'est une priorité aussi, bien qu'on ait besoin de véhicules parce qu'on a besoin de transporter du matériel et d'aller dans des endroits parfois de manière rapide. On est très sensible. Et les polices de proximité ici qui vous présentent 4 véhicules électriques, ils sont sensibles, les services de proximité qui utilisent ces véhicules dans plein d'interventions très localisées.
Et elles proviennent de la zone d'Alst, du Limburg et de Dendermonde. Un peu partout. Alors qu'ici, on n'est plus vraiment dans d'électrique, on est plutôt dans du blindé, là, si je ne m'abuse. Oui, nous avons choisi de vous présenter ces blindés APC et les Toyota qui font partie de la direction de la protection, parce qu'on les a énormément vus dans le procès des attentats. Ils ont été fort mis en avant dans la protection et on vous les présente aussi parce qu'à la police fédérale, on est soucieux de la rationalisation des moyens et qu'au lieu de remplacer la flotte de ces véhicules, ils retournent chez les constructeurs Toyota et Mercedes, les APC, donc les blindés comme les Toyota, et ils subissent un middle life, c'est-à-dire qu'on remplace tout, mais c'est toujours le même véhicule et ça coûte moins cher. On fait du neuf avec du vieux. On fait du neuf avec du vieux. Ici, vous venez de voir passer deux Volkswagen Crafter. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces Crafter? Eh bien, c'est que c'est une grande nouveauté. C'est la prochaine génération pour le maintien de l'ordre public, pour le transport de troupes. Et puis, comme à la Défense, la police a aussi des unités spéciales. On les voit ici, notamment avec ce bateau très impressionnant qui défile sous nos yeux. Le bateau des unités spéciales, un des deux bateaux des unités spéciales, ce bateau RIB qui travaille en mer contre le piratage, pour les interventions rapides, il peut aller jusqu'à 100 km/h en mer, c'est extrêmement impressionnant. Il y a 14 opérateurs à son bord et il est engagé dans de nombreux projets d'entraînement et d'intervention au niveau européen. Dans les projets Atlas, c'est une grande collaboration et on en est très fiers. Le personnel est très content des filles. C'était vraiment une demande de leur part d'être encore présents. L'année passée, on les avait beaucoup vus dans leur anniversaire et ils sont là avec leur bateau à 100 km/h en haute mer. Moi, ça m'impressionne et on en est très fiers. Effectivement, ce RIB d'action rapide. Alors, quand on disait l'environnement, etc., bon, à ce moment-là, on voit des hélicoptères, mais ça fait aussi partie de votre travail au quotidien. On voit également des vélos. De plus en plus de policiers interviennent sur deux roues. Oui, 42 vélos qui sont présentés ici, et des vélos parfois très techniques, comme le vélo Atos avec sa boîte de vitesse, ses freins assistés, les hélicoptères qui passent au-dessus de nous. Ça, c'est un clin d'œil à Sa Majesté le Roi, puisqu'il l'a lui-même piloté. Il est titulaire d'une licence. Il a piloté l'hélicoptère qui passe. L'unité d'AFA fête son anniversaire. C'est leurs 30 ans. C'est un clin d'œil au roi qui fête, lui, ses 10 ans de règne. C'est un clin d'œil aux cadets qui fêtent leurs 5 ans. Et même un cadet à Madame Fontana qui fête son 10e défilé. Pas comme le roi. Moi, je suis le roi Philippe, effectivement. Le roi Philippe qui aime aussi faire du vélo. On le voit souvent dans les rues de Bruxelles au moment de la journée sans voiture. Petit clin d'œil aussi avec ces 42 vélos que l'on voit bien ici, une image très impressionnante. Et puis derrière les vélos, une autre flèche motorisée, cette fois avec les fameux policiers de la route qu'on n'aime pas trop croiser. Ça veut dire qu'on a fait quelque chose de pas bien. Hein. Ah, les policiers de la route, oui, qui ont mis l'année passée, par exemple, 5 millions de procès-verbaux, donc c'est pas mal. Mais si, ils ont une double casquette et on a choisi de vous les présenter. Pourquoi? Parce que ces policiers de la police des autoroutes qui ici sont issus du Brabant, c'est également ces policiers-là, ceux-ci que vous voyez, qui font partie de l'escorte royale motorisée. Ils portent le monogramme du roi Philippe. Donc ce sont des spécialistes qui ont une double casquette. Et petite anecdote, la tête de flèche aurait dû être le commissaire du Châtelet, mais non, il était dans une Audi qui est passée, dans une Volvo qui est passée avant. Il a laissé sa place, à un collègue, parce que ce collègue va être très prochainement pensionné. Donc c'est un honneur pour lui de lui avoir donné la place. Effectivement. De sa part. Et puis nous avons, on parlait tout à l'heure des douanes et Axis qui ont aussi des véhicules de mieux en mieux équipés avec de la technologie, on le voit notamment, il y a aussi des motos au niveau des douanes pour intervenir et puis des véhicules d'intervention rapide aussi, des véhicules scanners également. Ouais, le fameux scanner de la douane, et ici on voit le side loader, le camion container de la douane pour transporter son matériel. La douane, il reste toujours très très performants. Hein. Ils évoluent, ils ont des véhicules d'intervention. On a vu les deux Skoda, on a vu les deux Volkswagen transporteurs, leur moto, leur scanner mobile qui est extrêmement utilisé dans les ports maritimes pour scanner tous ces containers qui rentrent. Et Dieu sait si c'est nécessaire, on l'a vu dans les affaires judiciaires. Ils font un gros travail, voilà, on le voit justement à l'écran, ce camion très performant. Et leur fameux container, c'était leur dernier grand achat, ce camion container qu'on vous avait déjà présenté l'année passée en nouveauté, je pense. Voilà, des véhicules équipés de caméras aussi que l'on voit pour être le plus performant possible. Parce que malheureusement, les malfrats sont eux aussi de plus en plus performants et donc le matériel doit suivre pour pouvoir les arrêter, notamment en matière de trafic de drogue, par exemple. L'actualité nous le montre régulièrement. Nous en venons, monsieur Enrard, à vos services, je vais dire, avec notamment la protection civile. Rappelons peut-être à quoi sert cette protection civile, justement. Donc la protection civile, elle va venir en renfort des pompiers qu'on voit là ici à l'écran, les véhicules rouges qu'on reconnaît, avec différents types de véhicules.
on a ici sur la droite une autopompe, sur la gauche un véhicule feu de forêt qui a été utilisé récemment de feu de Fang en avril, une échelle aérienne qui permet d'aller rechercher les personnes en hauteur. On va voir également plus loin l'échelle aérienne de Bruxelles qu'ils ont acquis récemment, la plus haute d'Europe, qui peut monter à 64 mètres. Je crois qu'on la voit ici. Voilà. Elle n'est pas déployée, mais on vous l'assure. Elle peut monter 16 étages, donc la plus grande du pays, peut-être la plus grande d'Europe. J'ai eu la confirmation de l'Union européenne. La plus grande d'Europe. On ne va pas se priver de le souligner alors. La plus grande échelle d'Europe qui vient d'être présentée il y a quelques jours. On voit ici toute une panoplie de véhicules qui là aussi évoluent pour être de plus en plus rapides sur le terrain. Oui, plus rapide, plus performant, qui évolue avec la technologie et la vie de tous les jours aussi qui évolue. On doit s'adapter aux différents risques. On voit que les feux de forêt sont en progression, donc on va vers l'acquisition de véhicules spécifiques pour les feux de forêt qu'on voit derrière le balisage. Ici, on voit des équipes canins, donc ce sont des équipes qui sont tant chez les pompiers qu'à la protection civile et qui vont intervenir dans deux cas, soit des effondrements de bâtiments et on va essayer d'aller voir s'il y a toujours des personnes en vie sous les décombres, ou des chats de quête qui vont rechercher des personnes disparues dans des milieux naturels, dans les bois, les fagnes par exemple. On va les retrouver dans ces deux types de missions. Voilà, un travail exceptionnel qui est réalisé par ces équipes, alors que l'on voit aussi les véhicules de pompiers, l'occasion de les saluer tous, ces 1700 112 pompiers en Belgique. Il y a un peu plus de 10 000 qui sont volontaires et un peu plus de 6 000 qui sont professionnels, tous répartis dans 34 zones de secours différentes. On parlait de la protection civile, voici justement les fameux véhicules. Oui, les fameux véhicules, donc avec le Battenburg qui est maintenant tout doucement qui est en train de s'installer. Battenburg, ce sont les carrés bleus et orange. Ici, on voit la pompe qui a été utilisée en Italie, donc il y a une équipe de la protection civile via le Bifins qui sont partis pour pomper suite aux inondations en mai dernier. C'était aussi un honneur pour nous d'aller en Italie. Ils sont venus lors des inondations en 2021 nous aider. C'était un tour d'y aller. Donc c'était un réel honneur et une très belle intervention. On voit le labo mobile ici, le Semirmo. Donc c'est une acquisition déjà de quelques années. Mais c'est le seul du pays, je pense. C'est le seul du pays, donc il peut intervenir sur tout le pays. Même au niveau de l'Europe, il n'en existe pas beaucoup de similaires. Et donc c'est vraiment un laboratoire d'analyse très poussé qu'on peut amener sur le terrain. On voit également là un véhicule camionnette qui tire un Zodiac. Donc ce sont les équipes FROP, on appelle ça, qui sont intervenus le 21 juillet lors des terribles inondations il y a 2 ans. Et ils vont également partir en septembre en Pologne pour un exercice au niveau européen justement sur cette thématique. Donc ce sont des unités qui nous appuient, nous, à la police fédérale, mais au quotidien. C'est vraiment un partenariat extrêmement important. Il y a énormément de services chez nous, comme les personnes disparues, comme d'autres, qui ne peuvent pas travailler sans eux. C'est l'apport en matériel. La collaboration est exemplaire et on s'en félicite. Oui, je confirme, la collaboration est très bonne avec la police. On a de très bons contacts et une très bonne entraide qui est appliquée. Avec la collaboration, la coopération, c'est la clé. On l'entend aussi au niveau militaire entre les différents pays européens. C'est une manière d'être plus performant. Alors que nous avons ici des ambulances de la Croix-Rouge, des véhicules qu'on a un peu plus l'habitude de voir sur nos routes. Oui, donc on arrive ici au niveau de la santé publique avec l'aide médicale d'urgence. Donc on a les petits véhicules, l'ABM qu'on voit à l'écran, qui est composé, donc un SMUR qui est composé d'un infirmier et d'un médecin. L'ABM, c'est justement une collaboration de 2 hôpitaux de Gand depuis 2001. Il faut savoir que ce véhicule-là sort 7 à 8 fois par jour. Et derrière ces véhicules, on retrouve donc les ambulances qui vont transporter le patient et qui sont là composées de 2 ambulanciers. Et puis on a le même type de véhicule mais blanc, qui sont des ambulances 105 qui vont plutôt servir à du transport sanitaire, mais qui peuvent également être mobilisés lors de grosses catastrophes pour renforcer et transporter des patients dans les hôpitaux. Voilà, des véhicules qu'on voit régulièrement, on voit un petit peu les différences d'utilisation entre ces différents véhicules. C'est important de le souligner et important aussi de saluer le travail effectué au quotidien par toutes ces équipes pour notre santé finalement à toutes et tous. Oui, et donc il y a des ambulances qui sont également fournies par la Croix-Rouge de Belgique ou la Croix-Rouge flamande, qui sont soit des 112, donc qui peuvent intervenir dans le public ou dans le privé pour aller rechercher des personnes qui sont malades, blessées, mais également fournir donc, les véhicules ambulance 105 ou de l'appui logistique avec ces petits véhicules. On voit ici le Ford Ranger qui va avec logistique et apporte du matériel en cas de crise.
le véhicule qui est derrière qui peut servir lors de la collecte de sang, parce que c'est la Croix-Rouge qui s'occupe justement de collecter le sang. Ils ont aussi tout un aspect social d'aide aux sans-abri. Tout cet aspect-là est géré également par la Croix-Rouge. La Croix-Rouge qui est ainsi intervenue lors des inondations dans les zones sinistrées. La Croix-Rouge qui travaille ici aujourd'hui pour ce 21 juillet avec 250 secouristes qui sont... Donc voilà, c'est le mouvement humanitaire le plus important du monde, hein, Et la Croix-Rouge. de bénévoles. Voilà, un réseau de 25 000 volontaires qui sont mobilisables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là aussi, c'est important de souligner tout le travail qui est réalisé par ces équipes de la Croix-Rouge de Belgique. Oui, et on a également des 9000 secouristes qui composent cette Croix-Rouge de Belgique. Ici, on a des petits véhicules qui servent à des officiers de liaison qui peuvent se rendre sur le terrain de manière plus rapide. Et messieurs, merci pour vos commentaires. Peut-être un petit mot de conclusion pour ce 10e anniversaire et ce défilé civil particulier. Oui, en effet, un cadre d'anniversaire pour nous. On a plein de choses à fêter. On est extrêmement content de ce défilé, des véhicules qu'on a pu mettre en avant, des troupes mises en avant, et surtout avec cette opportunité de faire défiler les composantes civiles, que la population, que nos autorités se rendent compte de cette interaction, cette complémentarité entre toutes les composantes civiles. Et ça, c'est l'avenir, et c'est comme ça que ça va fonctionner, et on en est très content. Voilà, on a vu avec vous encore beaucoup d'opérations qui vont se mettre en place, et là aussi la collaboration internationale. Tout à fait, une collaboration internationale qui se fait entre autres avec BIFAS, qui est très importante, et très fière de tous nos compatriotes ici qui ont défilé et qui rendent service à la population tous les jours. Voilà, BIFAS, dont on n'a pas vu les véhicules tout à l'heure, mais qui fêtent leurs 20 ans cette année, c'est aussi important de le souligner. Merci messieurs d'être intervenus pour commenter ce défilé civil. Dans un instant, nous allons avoir la clôture de ce défilé civil et militaire avec les musiques qui vont se réunir, les 3 musiques militaires, avec une petite surprise aussi dont on vous avait parlé tout à l'heure, cette marche royale qui a été composée spécialement pour les 10 ans de règne. Et je vais demander donc au Major Artois et à Vincent Dujardin de nous rejoindre sur ce plateau pour commenter la suite et la fin de ce défilé, avec tout à l'heure aussi quelques invités, des acteurs de ce défilé, des hommes et des femmes, des militaires qui étaient sur la place.